podcast de l'Imaginarium pour patienter avant le prochain salon du livre. Nous sommes aujourd'hui avec Gémélie qui est trésorière de l'association et utilisatrice de Wattpad, et avec les livres d'Audrey qui est blogueuse littéraire depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'importance des retours de lecteurs pour promouvoir un ouvrage. Donc, vous avez toutes les deux expérimenté ça. Gémélie, plutôt en tant que sujet des commentaires, et Audrey, c'est toi qui postes les commentaires. La première question que j'avais, c'est pourquoi faire des retours sur nos lectures ? Moi, je fais des retours sur mes lectures parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai très peu de personnes dans mon entourage qui va me parler des livres qu'on a lus. Et je suis rentrée dans une entreprise où il y a beaucoup de femmes. Et en fait, c'est vrai que j'avais fait une pause dans mes lectures parce que je connaissais plus grand livre en fait, et du coup il y a des personnes qui m'ont dit « Oh, j'ai lu ce livre-là, il est bien », et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça me redonnait envie de lire, tout simplement. Et du coup, tu voulais partager cette envie de lire C'est avec ça, la exactement. communauté ? Avec la communauté, en me disant ça se trouve, il y a des personnes qui vont regarder des livres, qui vont se dire il n'y a pas beaucoup de commentaires, et au final, ils vont se dire il n'est pas terrible, alors que c'est un livre qui peut être très très bien, et même s'il n'y a pas beaucoup de commentaires, ça peut l'aider à se faire découvrir en fait. Ok, moi c'est vrai que c'est un retour que me font souvent les auteurs sur le salon de l'Imaginalivre. C'est qu'il y a énormément de lecteurs en fait qui viennent les voir sur le salon après avoir découvert leurs livres via des blogs ou des chroniques sur différentes plateformes, etc. Et la petite comparaison qu'on pourrait faire pour, d'après moi, inciter les gens à faire leur retour, ce serait de dire que c'est un peu comme les avis sur Blablacar ou sur Airbnb. On ne va pas réserver un séjour dans un Airbnb sans avoir regardé les avis qui nous disent si c'est propre, si le propriétaire est sympa, si il y a bien je sais pas quoi à côté pour faire ses courses, tout ça. Et c'est un peu pareil pour les livres. Clairement, le bouche à oreille, ça a toujours un pouvoir fantastique, mais le livre, tu fais bien de le préciser, ça a la particularité d'être payant et c'est plus compliqué parce que contrairement à une série ou quoi, au pire on lance un épisode, c'est naze, on passe à autre chose. Alors qu'un livre, il faut qu'on l'aille le chercher, il faut qu'on le paye, etc. Et après, c'est un objet physique, donc où est-ce qu'on le place ? Moi, je sais qu'il y a eu plein de passages où j'arrêtais de lire dans ma vie parce qu'en fait, je savais pas quoi lire. Il y avait trop de choix et j'avais pas forcément les bons conseils. Et là, les blogs, c'est une source vraiment intéressante d'idées, de lecture. Et alors, d'après vous, quels seraient les points, là je me tourne du coup un peu plus vers Audrey, quels sont les points les plus importants à aborder dans tes retours de lecture pour pour donner tes indications aux lecteurs ? Alors déjà, s'il y a des fautes. S'il y a trop de fautes, j'estime qu'une personne qui va acheter un livre, parce que c'est quelque chose qu'elle achète, si elle achète le livre et qu'il y a beaucoup de fautes, je me dis, moi, si je me mets à sa place et que je vois en commentaire « Oh, le livre était bien » et tout ça, et je me dis, si j'achète le livre et que je vois qu'il y a trop de fautes, je vais dire à la personne « Bah ouais, mais en fait, tu conseilles un livre, mais tu précises pas qu'il y a beaucoup de fautes derrière. » Et du coup, t'as pas forcément envie de te dire « Je vais suivre ses avis » à la personne qui a dit ça, ou je vais continuer à suivre l'auteur parce que s'il y a trop de fautes, moi j'arrive pas en fait avec les livres, du coup j'ai envie de le poser et de me dire non, c'est pas possible quoi. Les fautes, je fais très attention à ça. À la fois les fautes, je connais des auteurs qui se sont plaints parce que quand tu fais l'auto-édition c'est compliqué, mais en même temps une faute d'orthographe, une faute de grammaire, c'est aussi usant qu'une répétition un peu moche ou une phrase qui veut pas dire grand chose. Ça te sort complètement de la lecture et du coup malheureusement t'es obligé de le préciser.
C'est ça. Bah, c'est un peu je sais pas si je compare avec un ordinateur ou un téléphone, c'est un peu comme s'il y avait des bugs dans le système. Bah, c'est La ça. réception est pas totalement Si tu as finie. un jeu qui rame ou tu as les textures qui chargent pas, bah, tu le précises parce que ça va forcément influencer ta qualité De jeu, de jeu. exactement. Après, tu soulignes quelque chose de vachement important directement, c'est que tes commentaires, tu les adresses au lecteur. Et depuis le début, tu précises que tu as ton blog pour les autres lecteurs. Et c'est vrai que quand on commente, c'est d'abord la première question, je pense qu'il faut se poser, c'est à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse au lecteur ou est-ce qu'on s'adresse à l'auteur? Je pense que c'est important de se positionner parce que tous les commentaires qu'on voit passer sont pas très bien dans leur botte par rapport à ça. Bah, je pense que moi, je me positionne, je m'adresse au lecteur. C'est-à-dire que moi, je dis à la personne, je pars sur le fait que la personne, elle n'a pas lu le livre, elle connaît pas le livre, elle vient voir mon blog pour savoir ce que j'en ai pensé, ce qui s'est passé. Et si, par exemple, vu que je fais des services presse avec le blog, j'ai l'avantage de pouvoir faire ça. Mais si l'auteur me demande plus d'informations ou ce genre de choses, ben, je vais également lui dire à l'auteur. Mais mon commentaire à moi se base pour le lecteur. Mais tu lui dis en privé à l'auteur. Parce que Voilà, ça regarde en pas forcément privé, tout le tout monde, à quoi. fait. Et ça regarde pas tout le monde. C'est mon avis à moi. Si l'auteur veut plus d'informations, il me les demande. Je lui explique pourquoi j'ai pas forcément apprécié. Et voilà. Mais ça regarde pas tout le monde, en fait. C'est pas quelque chose que je peux dire devant tout le monde. Enfin, je trouve que ça dénature l'auteur de faire un commentaire pour l'auteur. Je sais pas si je m'explique bien. Ouais. Non, oui. De toute façon, Est-ce le problème, c'est que tu peux pas t'adresser en... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, pardon. Est-ce que tu peux juste faire un petit rappel de ce qu'est un service presse pour nos auditeurs qui ne sauraient Alors, pas? un service presse, c'est une personne qui va nous offrir son livre et en échange, on va le lire et on va le chroniquer. C'est-à-dire, on va lui dire ce que nous, on a pensé du livre pour, du coup, lui faire de la pub, pour augmenter, par exemple, s'il débute tout juste pour qu'il commence à se faire un lectorat, en fait. Sachant que, petit rappel légal pour les auteurs qui nous écoutent, un service presse n'impose pas de chronique. Ça veut dire que si vous envoyez votre livre et que le blogueur ne vous doit rien. Oui, c'est ça. Et il ne vous doit ni une bonne critique, ni une critique tout court. Et ensuite, dans un deuxième temps, il n'est pas illégal de revendre ses services presse. C'est un autre débat, et c'est un débat qui est très intéressant, mais dont on ne peut pas trop parler aujourd'hui. Mais c'est pas illégal. C'est vous lui donnez un livre. C'est pour ça qu'il y a des maisons d'édition qui tamponnent les livres des services presse. Mais voilà. Et du coup, la question du service presse m'amène sur un autre point que j'aurais voulu aborder. C'est est-ce qu'une critique négative est forcément négative? Alors, pour moi, non. Une critique négative qui est constructive, elle est constructive. C'est-à-dire que on va dire à la personne pourquoi est-ce que nous on n'a pas aimé son roman. C'est pas parce que nous on n'aime pas son roman qu'une autre personne ne va pas aimer. Une critique qui est négative, mais qui est négative, vraiment négative, c'est une critique où on n'explique pas en fait. On marque juste j'ai pas aimé, point. Non, il faut développer. On peut pas dire j'ai pas aimé. C'est comme quand on mange n'importe quoi, on peut dire bah j'ai pas aimé, c'était trop salé, il manquait quelque chose. On peut pas dire à une personne bah, j'ai pas aimé, voilà. Non. Il faut développer en fait. Oui, clairement. Peut-être que quelqu'un aimera beaucoup les plats trop salés. C'est ça, exactement. Après, je pense que ça dépend comment on se place, dans le sens où une critique négative pour l'auteur, ça veut forcément dire une perte de vente ou en tout cas une absence de progression dans ses ventes. Dans le sens où, de manière générale, quand on suit un blog, c'est parce qu'on a à peu près les mêmes goûts et c'est pour ça qu'on fait confiance à quelqu'un. C'est ça. Et ouais, pour l'auteur, ça fait toujours chier. Et en même temps, il y a que la vérité qui blesse. Malheureusement, si t'as une critique négative, c'est une critique négative. La première fois que tu te prends une étoile sur Amazon, tu fais pas le malin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller voir les gens chez eux, toquer et dire ouais, pourquoi j'ai eu une étoile? Enfin, c'est le jeu. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Si une personne met une étoile et qu'elle marque pas pourquoi, dans ces cas-là, je me dis, le fait de mettre une étoile, c'est pas mérité. Parce que l'auteur, il peut pas du coup se dire, bon bah ok, ça va pas en fait. Ça plaît pas à ce genre de personne. Oui, clairement. Après, moi en tant que lecteur, quand je vois une étoile sans justification, je la prends pas en compte. Ouais, moi pareil. Là, vous abordez en plus le point du coup des avis sur les plateformes de vente. Donc, ça peut être Amazon, ça peut être peut-être direct la Fnac et tout. La Fnac, les sites des éditeurs, etc.
Et, euh, et c'est là, par rapport à ce que tu disais, Jémilie, tout à l'heure, de dire que quand on suit un blog, on a les mêmes goûts, mais sur une plateforme comme Amazon, comme la Fnac, comme n'importe quel Cultura ou tout ça, n'importe qui peut mettre son avis, donc même Ouais, quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts. Et c'est là que justifier devient super important, parce que si quelqu'un va dire, par exemple, je mets une étoile, j'ai pas aimé, il y avait trop de romance, mm. si le lecteur aime la romance, pour lui, ça va être un bon point pour acheter le livre. Oui, Ouais, c'est ça. il y a un truc que je regarde souvent dans les avis négatifs, c'est justement ces histoires de romance. Et des fois, dans des œuvres de dystopie ou de SF ou quoi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les romances dans l'imaginaire. Et du coup, à chaque fois, ils le mettent et moi, je suis là, yes, allez, hop, on rajoute. Je me dis pareil en fait. Dès que je Moi, vois la romance, je j'adore me quand tu dis rajoutes ouais, de la romance et tout. c'est de la Et du coup, je suis trop romance. fan. Un jour, j'avais lu un avis sur une dystopie et l'avis négatif, c'était j'ai pas aimé, c'est beaucoup trop déprimant d'imaginer l'avenir comme ça. J'arrive pas à le C'est hilarant. d'accord. Ah, j'adore. Mais bon, après, je pense que même l'auteur, il a dû rigoler quand il a vu ça. Mais après, sur les livres sur Amazon, il y a quand même deux types de livres. Il y a le livre qui a 3 avis et le livre qui en a 500. Mm, Celui qui en a 500, ça fait une tendance. C'est-à-dire que oui. les une étoile finissent par faire une moyenne qui commence à avoir du sens. Celui qui a trois étoiles, c'est compliqué. S'il a trois avis et que ça lui fait 2 étoiles, bon, c'est pas bon signe. Mais il y a aussi plein de gens qui mettent 5 étoiles parce qu'ils sont un peu de la peine pour l'auteur. Et ça, je trouve ça terrible. Ben, c'est terrible parce que du coup, l'auteur se remet pas en question. Enfin, je veux dire, mettons, si on prend ton exemple, t'as 3 avis qui disent qu'en fait, ben voilà, j'étais perdu dans l'histoire, Bah chronologiquement oui. parlant, j'étais perdu, je sais pas comment ça s'est passé. Ben, si une personne rajoute 5 étoiles parce que elle aura eu, je suis désolée du mot, mais pitié de l'auteur, ben du coup, en fait, les gens vont se dire, bah ok, ben ça se trouve, le livre il est bien, et en fait, bah, pas forcément, tu vois. Mais Mm, en plus, j'en ai vu passer des livres comme ça. Tu sais, quand tu regardes sur les sites, des livres qui ont un, deux avis, souvent c'est un peu la famille qui essaye de mosser le livre. Et déjà, ça se voit. Et en plus, on sait très bien que la vente moyenne de livres en France, c'est 100 exemplaires. Et qu'en fait, la plupart des auteurs, ils en vendent 2, 3. Et que du coup, ça, c'est super triste. Et, et en même temps, si tu dis rien, c'est bizarre aussi. Je veux dire, tu as une seule personne qui achète ton livre et tu n'as aucun retour dessus. Ben, C'est c'est ça, compliqué. Franchement, c'est c'est compliqué. compliqué. Je pense que c'est oui. compliqué pour l'auteur. Là, le point qu'on aborde via les plateformes comme Amazon, c'est souvent des auteurs auto-édités. Et donc, pour moi, en tant qu'organisatrice de Salon du Livre, les avis sont extrêmement importants parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de lire les livres de tous les gens qui nous envoient leur dossier pour participer au salon en tant qu'auteur. Et sur les auto-édités, le problème, c'est qu'il y a de tout. Il y a aussi bien des gens qui sont auto-édités par choix parce que ils se retrouvent pas dans le système éditorial français et donc ils préfèrent faire le truc de leur côté, mais ils le font bien, ils embauchent un correcteur, ils ont énormément de bêta-lecteurs, etc. Oui. Et Ouais. il y a aussi les auteurs qui s'auto-éditent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'éditeurs. Et là, c'est un peu plus délicat parce que Ouais. ça va être des auteurs qui ne se sont pas forcément fait bêta-lire, qui n'ont pas forcément... Bah, des fois, tu peux trouver des ovnis un peu stylés et des fois, t'as des œuvres qui sont très bancales. Et c'est ça, ça, après, c'est compliqué. Mais de toute façon, les avis sont d'autant plus importants que justement le livre a peu de visibilité. Donner un avis commenté, détaillé sur le dernier Marc Lévy, je suis pas certaine que ça ait énormément de sens. On peut, hein, c'est pas interdit, mais le livre, il se vend tout seul de toute façon et les gens, ils ont plus ou moins déjà une opinion ou quelqu'un autour d'eux qui a une opinion sur la question. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce que Parce quand que... on... Pardon, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, non, vas-y, t'étais en train de D'autant plus parler. quand on est auto-édité, on n'a pas justement eu cette espèce de saint graal d'un éditeur qui accepte de mettre de l'argent pour nous et tout. Donc au niveau des retours et de l'ego, c'est très très solitaire
comme métier écrivain, ou même Mhm. si c'est un hobby, entre guillemets, même si quand on arrive à l'auto-édition, c'est quand même plus vraiment un hobby. Enfin, c'est très très solitaire. Et ceux qui n'ont pas été vus, en plus, ils ont vraiment été tout seuls du début à la fin. Euh, tu veux une réponse, t'écris pas pour toi, enfin, tu publies pour les autres plutôt. T'écris pour qui tu veux, mais tu publies pour les autres. Mm. Et, et avoir un silence devant toi, c'est horrible. Et donc, en tant que, parce qu'on n'est pas tous blogueurs ou chroniqueurs, en tant que lecteur, quels sont les endroits où on peut aller poser notre avis pour aiguiller à la fois l'auteur et les autres lecteurs, puisqu'on a vu que ça servait pour les deux. Moi, je dis direct Amazon. Amazon, enfin, c'est pas la référence, mais je veux dire, une personne qui cherche un livre sur Internet, en premier, enfin, elle va forcément aller sur Amazon. Quasiment. Malheureusement, je rejoins son avis aussi. Même si je suis pas très très pro Amazon, bah force est de constater que c'est quand même vachement pratique. Au même endroit, tu as l'avis et tu as Mm. l'achat. C'est le problème, c'est Babelio, l'autre site, un peu concurrent où il y a plein d'avis. Le problème de Babelio, c'est qu'on ne peut pas acheter sur place. Du coup, Non. t'as besoin de recliquer sur Amazon. Enfin bon. C'est ça. Mais sur d'autres livres, enfin sur d'autres sites où on donne ses avis, hein, il y a Goodread aussi. Moi, je sais que je donne mes avis sur Goodread, mais tu peux pas acheter le livre. Tu peux donner pas ton avis acheter. sur Sens Critique aussi. Ouais. Ça, je le fais beaucoup, Sens Critique. Mais je suis une très grosse fan de Sens Critique. Tu vois, je connaissais pas. Et donc là, on est d'accord que sur ces plateformes-là, on n'est pas sur de la chronique, on est sur un avis en quelques lignes qui va présenter. Qu'est-ce qu'on met dans cet avis concrètement? Franchement, ouais, il faut s'adapter au support. C'est-à-dire que un blog, s'il me fait un avis en 4 lignes, je trouve ça bizarre. Mais sur Booknode ou sur Sens Critique ou un autre site du genre, j'ai pas non plus forcément envie d'y voir un pavé, encore que ça dépend. Je pense qu'en fait, ça dépend si on a quelque chose à dire. Sincèrement, si on n'a pas grand-chose à dire, ça sert à rien de s'épiloguer. Et s'il y a quelque chose de très précis où on veut attirer les gens parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident en fait, quelque chose qu'on a remarqué mais qui se voit pas du tout à la 4e de couverture ou qui a été très surprenant, ça vaut toujours le coup de le préciser, peu importe le support. Ouais, moi je sais que je fais de la même façon que je fais mes photos sur Instagram, c'est-à-dire que je poste mes avis, je marque ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Comme ça, les gens savent tout de suite en fait ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui peut poser problème potentiellement, c'est-à-dire les fautes ou pas. Voilà. Ouais. Un jour Comme c'était sur un livre des Chevaliers d'Émeraude, je m'étais sentie obligée de préciser qu'en fait la 4e de couverture couvrait 80% du livre ou un truc comme ça, et que du coup quand tu le lis, t'es hyper déçu parce qu'en fait tu termines juste sur le dernier acte comme ça où t'apprends un truc, sinon tout le reste ça avait été écrit en une page et tu t'es tapé 200 pages de détails quoi. C'est des pavés les Chevaliers d'Émeraude. Après c'est écrit gros mais c'était hyper frustrant. C'est ça en fait, parce que du coup t'attends quelque chose et t'attends. C'est ça, et puis des fois les 4e de couverture, elles n'ont aucun rapport avec ce qui est raconté à l'intérieur. Moi, quand j'ai commencé mon blog, je me disais, mais cette 4e de couverture, ça n'a rien à voir avec le livre en lui-même, en fait. Par contre, il y a un avis que je n'écoute jamais et que je conseille à tout le monde de ne jamais l'écouter. C'est quand sur les livres, il y a des extraits des journaux et trucs comme ça, tu sais, du genre Télérama, 4 étoiles, une expérience folle, l'héritier de Stephen King. Je les écoute pas, en fait. Moi non plus. C'est quand je l'ouvre. Disons qu'on se doute que Gallimard va pas afficher l'avis qui dit c'est nul, aucun talent. 2 étoiles, franchement pas ouf. C'est ça, non, c'est ça. Ce serait rigolo. Ceci dit, c'est très drôle parce que il y a quand même un truc que j'avais remarqué, c'est que quand vraiment ils n'ont pas eu une bonne presse sur le livre, ils te sortent des journaux de nulle part. C'est le seul qui a donné un avis positif. Oui, et du coup, tout à l'heure, Élise, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais de l'expérience que tu as eue, toi, en tant qu'autrice sur Wattpad, des avis, en fait, de lecteurs. Ouais, les avis lecteurs sur Wattpad, c'est vraiment une histoire à part entière puisque c'est tout le concept. C'est-à-dire que sur Wattpad, tu postes gratuitement, tu ne gagnes absolument rien du tout en postant sur Wattpad. Et du coup, les avis lecteurs, c'est un peu la seule récompense que tu vas avoir et c'est un peu
seule chose que tu cherches aussi. C'est-à-dire que le contact, il est vachement direct sur Wattpad. Tu, tu peux commenter chaque paragraphe de chaque chapitre, en fait. Et du coup, c'est un délire incroyable sur Wattpad de ce côté-là parce que tu as vraiment des lecteurs qui te commentent chacune de leurs réactions. Tu vois, ils vont te commenter XD. Et t'en as entre eux, ils vont se taper des discutes en disant ah ouais, moi aussi je trouvais ça drôle et tout. Et ils partent trop loin. Et toi, t'arrives, t'as dormi, tu te lèves le matin, tu vois ça. Vous avez une vie parallèle. C'est incroyable les commentaires sur Wattpad, mais c'est aussi très étrange en fait. C'est aussi pour ça que pour l'instant j'ai supprimé tout ce que j'avais posté sur Wattpad. J'y retournerai très probablement, mais pour l'instant j'avais tout enlevé parce que c'était déjà t'as une espèce d'addiction aux commentaires parce que c'est tellement facile de commenter toi ou que les autres te commentent que tu regardes vraiment un peu tous les jours et que tu vas aller chercher le commentaire. Tu vois, tu dis je sais qu'ils réagissent à telle chose, du coup je vais poster cette chose et enfin c'est assez difficile à expliquer. Ça influence ton écriture? Ça influence énormément l'écriture parce que ils font leurs pronostics et tout. Parce que le truc, en fait, c'est que sur Wattpad, tu peux, soit tu as déjà écrit et tu postes d'un coup, au fur et à mesure, ou comme tu préfères, soit tu postes pendant que tu es en train d'écrire. Et Wattpad, c'est un truc qui se fait énormément, c'est en fait de se servir de Wattpad comme d'une bêta lecture. D'accord. Et aussi d'une source de motivation, c'est-à-dire que tu postes vraiment pendant que tu es en train d'écrire et tu t'obliges du coup à te dire je poste un chapitre par semaine et il y a des gens qui attendent mon chapitre, tu vois, donc du coup tu te forces. Et du coup, c'est vraiment très à chaud, quoi. Il y en a, ils postent leur chapitre, ils viennent tout juste de le relire, quoi. D'accord. Oui, il faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose forcément d'abouti comme lecture. C'est pas fait pour, mais c'est pas payant. C'est ça aussi le truc. C'est que Wattpad, non seulement c'est gratuit, mais en plus l'âge moyen est quand même assez jeune, hein. L'âge moyen, c'est les mineurs. C'est international, donc ça veut dire que tu t'adresses autant aux Québécois qu'aux Suisses, aux Belges. J'avais des lecteurs, mais d'Afrique, j'ai rien compris à ce qu'ils foutaient là. Euh, Enfin, c'était. Et du coup, c'est un délire à part. Et je pense que Wattpad, c'est plus à considérer comme une plateforme de création que vraiment une plateforme finie. C'est-à-dire que les gens, quand ils terminent leur livre, que vraiment ils l'ont bien corrigé, ensuite ils l'auto-éditent. Ou ils l'éditent tout court. On a plein d'auteurs qui ont été vraiment édités par des maisons, dont certaines de très grande qualité. On a After et 51 degrés qui viennent de plateformes type Wattpad, voire de Wattpad. Oui, ça c'est le phénomène anglo-saxon, c'est-à-dire Oui. que en fait, là-bas, le monde de l'édition fonctionne pas du tout comme chez nous. Chez nous, tu as écrit un roman tout seul dans ta chambre. Si tu veux le publier, après, tu vas chercher un éditeur. Dans le système anglo-saxon, quand tu as écrit un roman, si tu veux le publier, tu te cherches un agent qui va Oui. trouver l'éditeur. C'est pas Puis les éditeurs n'ont pas honte à aller chercher sur Internet un auteur. voilà. En Et France, donc, j'ai l'impression qu'ils sont plus frileux. ouais, Après, t'es démarché sur Wattpad. leur clientèle en fait sur les plateformes. Mm. C'est-à-dire qu'ils savent que le prochain Hunger Games se sort au cinéma. Donc pendant 2 ans, les livres young adultes qui vont se vendre, ça va être de la dystopie avec une romance. Ils vont aller sur Wattpad, ils vont chercher tous les trucs qui ressemblent vaguement à ça et ils vont le sortir. Et, et c'est un peu comme ça qu'on se retrouve avec des espèces de pâles copies de... Après, je travaillais en édition au moment où 51 degrés est sorti, le livre, et on avait, je pense, la moitié des manuscrits qu'on recevait, c'était du porno. D'accord. Alors qu'on n'était pas du tout spécialisé dans le domaine, mais vraiment, en fait, tout d'un coup, les gens, je pense que ça attire les gens qui, pour le coup, veulent du succès plus que des gens qui ont écrit pour le plaisir de leur histoire. Après, pour en revenir aux avis spécialement des lecteurs, sur Wattpad, tu peux être démarché et c'est aussi là que ça devient un peu complexe. C'est qu'en fait, tu es démarché à partir d'un certain nombre de vues. Pour avoir ces vues-là, les commentaires, c'est important parce qu'il y a une question d'algorithme quand même. Ouais. Et du coup, c'est là que ça devient compliqué, c'est que tu vas aller chercher le commentaire aussi pour gagner de la vue et pour essayer de te faire voir. Parce que moi, on m'a fait des propositions en MP, elles me plaisaient pas trop, mais je sais qu'il y en a plein qui les cherchent, vraiment.
Mais du coup, c'est plus enfin, faut plus voir Wattpad comme un réseau social un peu à la YouTube ou. Oui, c'est ça. En fait, à la base, Wattpad, c'est un réseau social. En fait, c'est la comparaison avec YouTube, c'est la meilleure parce que, en plus, tu as vraiment ce côté où, à la fin, il y en a, ils posent une question au lecteur pour les forcer à commenter. À votre avis, qu'est-ce qui se passe au prochain chapitre et tout. Tu es sur, t'es sur un rapport qui est. En fait, c'est aussi pour ça que tout au début là, de notre discussion, je parlais du fait qu'il faut se positionner pour savoir à qui tu t'adresses. À Wattpad, on ne s'adresse pas aux autres lecteurs, on s'adresse à l'auteur très directement, et l'auteur s'adresse au lecteur très directement. Et, euh, et ça crée une dynamique très différente et pas forcément très très saine parce que ça crée pas une belle création. C'est-à-dire que celui qui commente n'est pas dans l'intérêt de dire n'importe quoi parce que s'il dit pas s'il dit n'importe, enfin s'il est méchant, il est méchant en public et du coup ça peut se retourner parce que lui aussi il a écrit un truc et que du coup il va pas attirer les gens sur son profil. Et du coup, c'est très compliqué. Ça a ce côté un peu fake aussi des réseaux sociaux. D'accord. Et du coup, si vous, comment, quel conseil vous donneriez à un lecteur pour qu'il s'appuie sur les avis pour choisir sa prochaine lecture? Qu'est-ce qu'il doit chercher? Qui sont les éléments qui vont lui permettre de choisir sa prochaine lecture? Bah déjà, ce que lui, il aime dans la lecture. C'est tout bête, mais si une personne, enfin, si, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, dans la fantasy ou ce genre de choses, si les gens n'aiment pas la romance et qu'il y a marqué romance, bah, s'ils regardent les avis où il y a marqué romance, bah, faut pas qu'il aille vers ce livre-là, en fait. Mm. Je pense que c'est important aussi de lire des gens dont il aime les goûts, plus que de lire des gens qui ont plus ou moins de succès. C'est-à-dire que il y a des booktubers, par exemple, que je trouvais très intéressants et tout, mais j'ai pas du tout les mêmes goûts qu'eux. Et du coup, à chaque fois qu'ils conseillaient une œuvre, soit j'étais déçue, soit j'étais complètement indifférente. Mm. Et du coup, c'est pas pertinent, c'est une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Et du coup, des fois, il faut aller chercher le petit blog, le petit machin, mais en lisant deux, trois. En fait, moi, je lis des commentaires sur des œuvres que je connais. Comme ça, je vois comment il réfléchit. Et du coup, où est-ce qu'on va trouver, enfin, comment trouver le blog qui va nous correspondre? Les réseaux sociaux. Twitter, Mm. Instagram, ça aide énormément. Même Facebook, hein. Facebook est un peu moins connu, en tout cas pour tout ce qui est livre, mais les réseaux sociaux. Une personne qui va sur Ouais. Twitter va regarder, mettons, une personne qui a commenté sur un livre ou je ne sais quoi, elle va voir d'autres personnes qui ont commenté sur d'autres livres et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se faire Ouais. son opinion. Il y a ça, c'est-à-dire que ça vaut le coup de prendre, si on est un peu bloqué en lecture, ça vaut le coup de prendre une heure ou deux à essayer de parcourir un peu le Twitter des blogueurs parce que tout le monde se suit entre eux et du coup ça permet quand même assez vite de visualiser qui sont les blogueurs actifs, etc. Et après, on peut tout simplement taper avis lecture sur Google en fait et Exactement. ça donne des liens sur plein de choses. Euh, Moi je sais que comme dans mon utilisation de Sens Critique, ce qui se passe c'est qu'en fait du coup on a un système d'éclaireurs et du coup tu peux faire des versus, c'est-à-dire que quand tu cliques sur un profil, ça compare toutes les œuvres que vous avez aimées ou pas et ça te dit à quel point vous êtes en commun ou pas dans vos goûts. Et du coup, tu peux suivre ces gens et tu sais que vous avez à peu près les mêmes goûts. Et donc, si tout d'un coup, il met 8 sur un bouquin ou s'il écrit une critique dessus, tu peux quand même t'y intéresser et ça permet un petit peu de brasser dans. Parce qu'il y a énormément de publications et ça permet quand même de sélectionner un petit florilège, quoi. C'est vrai. D'accord. Et j'ai oublié ma question. Après, on parle beaucoup d'Internet, mais on peut demander à son libraire, on peut demander aux bibliothèques, on peut demander à. Alors, demandez pas à votre prof de français, il n'en sait rien, il vous connaît pas. Euh, Vous pouvez demander à des potes, hein, n'hésitez pas à parler avec des gens. Vous voyez quelqu'un qui lit beaucoup, vous lui demandez, et puis c'est tout. C'est pas grave si vous le connaissez pas. Franchement, à mon avis, il va pas se vexer. Moi, ça m'est arrivé dans un magasin comme ça. J'étais dans un magasin, il y a une personne qui cherchait des livres et en fait, on lui a donné un rayon mais sans vraiment lui donner de détails et j'étais juste à côté en train de regarder les livres. Il faut savoir que je suis très timide et je me suis dit,
allez, j'y vais. Et je lui ai dit, t'as ce livre-là qui est bien. Et je suis vite partie, mais je lui ai conseillé le livre et je suis vite partie. Trop En mignon. mode, voilà. Mais c'est quelque chose où je me suis dit, en fait, oui, effectivement, même en tant que client, quand on va dans une librairie, si on entend des gens parler, on peut avoir l'oreille qui traîne et écouter ce qu'ils disent par rapport au livre. Oui. Moi, je sais que les avis auxquels je me fie toujours les yeux fermés, c'est les avis de mon libraire. Parce que en quelques questions, il arrive à cibler quels sont les livres qu'on a déjà aimés avant et donc nous en conseiller un qui nous plaira. Et pareil parce que le plus dur, je trouve, plus que de trouver une lecture pour moi-même, c'est de trouver une lecture quand je veux faire un cadeau et Oui. que je ne sais pas forcément quel livre la personne a aimé, si la personne a déjà lu le même bouquin ou pas. Donc, j'ai pas envie de lui offrir le dernier best-seller qui vient de sortir parce que je me dis que typiquement, il va l'avoir eu 3 fois déjà. Moi, Ouais. je sais que pendant super longtemps, à Noël, j'avais au moins 3 fois le prix Goncourt par 3 personnes Ah, en différentes. plus, c'est terrible le prix Goncourt, chaque fois, Voilà. quoi. Et du coup, aller voir le libraire et lui dire, bon, bah voilà, c'est quelqu'un dans la vie qui aime ça, 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 qui n'aime pas ça, ça, ça. Je sais que comme série, il regarde tel truc Mm. ou tout ça. À chaque fois, j'ai des bons avis. Après, j'avoue que des fois, je lis les prix, en fait. C'est-à-dire Mm. que le prix Renaudot, et trucs comme ça, machin, je suis là, ok. Oui, c'est un bon. Souvent, c'est quand même un bon comment, indicateur. Ouais. Mais l'autre chose, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est en fait par rapport à l'importance des avis pour les auteurs en tant que, enfin, de manière professionnelle en tant qu'auteur, c'est que en fait, souvent, au début, ils écrivent pour eux-mêmes parce que ça leur fait plaisir d'écrire. Et dès qu'ils commencent à être publiés, que ce soit en auto-édition ou en édition classique, à partir de là, ils écrivent pour le lecteur, pour faire plaisir à des gens qui vont les lire. Et souvent, quand il y a ce petit complexe de la page blanche ou un manque de motivation, un manque d'inspiration, tout ça, j'ai plein d'auteurs dans mon entourage qui retrouvent la flamme au Mm. moment où ils vont recevoir un avis positif qui va leur dire ah, j'ai adoré ce bouquin, même si c'est un bouquin qu'ils ont sorti il y a 15 ans et que le lecteur vient de découvrir, ils se disent ah, j'écris pas pour rien. Et du coup, ça leur redonne un peu Il y a un courage. truc que qu'une pote à moi faisait quand on était plus jeune et que clairement, il faudrait faire dès qu'on a l'occasion, c'est qu'en fait, quand elle aimait vraiment un livre, elle écrivait une lettre pour l'auteur et elle l'envoyait à la maison d'édition. Et Mm. après, c'était avant les réseaux sociaux, c'était une autre époque, mais franchement, parce qu'en fait, quand, quand on commente sur Internet de manière très générale, faut qu'on s'adresse aux autres lecteurs parce que c'est pas sur un commentaire Amazon que l'auteur vous allez l'aider à s'améliorer ou quoi. Et en plus, faut pas forcément avoir la prétention de penser que vous allez l'aider en lui donnant des conseils ou je sais pas quoi. C'est pas tant que l'auteur mérite pas de conseils, mais plus dans le sens où l'auteur il écrit pas pour vous en tant que personne, il écrit pour toute la France et Toutes les peut-être personnes. justement pas vous en fait. Et, Mm. et du coup, faut pas hésiter à envoyer une lettre quand on a aimé. Quand on n'a pas aimé, c'est pas non plus la peine de traîner dans la boue gratuitement l'auteur plus que nécessaire. Faut essayer de rester pertinent. Mais clairement, quand on fait un mauvais commentaire, faut vraiment pas avoir l'auteur en tête parce que l'auteur il va juste être vexé parce que forcément ça fait mal à l'ego, mais ça va pas l'aider. Hein. Dites pas moi je commente pour voir l'aider, je sais pas quoi machin, mais pas du tout. Il y a aucune raison que vous alliez aider quelqu'un comme ça. L'auteur, il n'a pas demandé votre avis. Mais c'est ça, l'auteur, c'est pas que l'auteur il veut que des avis positifs. Bien sûr, il veut que des avis positifs. Quand on met une belle robe, on n'a pas envie que quelqu'un dans la rue nous dise t'es moche, tu pues. Bah non, en fait. On n'a pas non plus envie que tout le monde nous dise ouais, bravo, magnifique. Mais enfin, Oui, oui. Moi, je sais que j'ai tendance à pas mettre d'avis négatif. Enfin, quand j'ai pas aimé, je me dis que bon, bah, j'ai pas aimé. Et c'est pas forcément.
Je trouve que le mauvais pendant en fait des avis, c'est de ne pas juger l'objet qu'on a acheté, donc là en l'occurrence le livre, mais juger la personne. Et avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus tendance à faire ça. Moi, je sais que j'ai regardé par curiosité quelques avis sur Amazon de livres que je connaissais pas. Il y avait plein d'avis qui étaient cet auteur est complètement nul et n'a aucun talent. Mais en fait, on ne demande pas de juger l'auteur, on demande de juger le livre. Et il faut faire très attention à ça. Et donc, moi, j'ai tendance à dire quand j'aime bien et pas dire quand j'aime pas. Oui, non, mais je comprends que tu en arrives là. Euh, Après, ouais, c'est surtout que on peut créer un rapport plus d'intimité avec l'auteur si on veut. C'est-à-dire que quand on lui envoie une lettre, c'est pas la même chose. Quand on lui envoie une lettre, on s'oblige à réfléchir et en plus on reste dans un rapport d'intimité, c'est pas un rapport public. C'est Oui. si tu vas dire à l'auteur qu'est-ce qui t'a fait vibrer, est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose d'intime, est-ce que ça t'a aidé dans une période difficile, est-ce que tu espères que lui va bien après avoir écrit un truc terrible où à la fin tout le monde meurt. Enfin, tu peux dire vachement de choses parce que tu vas t'adresser vraiment directement à la personne pour le coup. Euh, et je pense que ça crée un lien très différent. Oui, c'est sûr, je pense que c'est vraiment différent de t'adresser à la personne que quand tu t'adresses, pas à la personne, que quand tu juges le contenu, en fait. Enfin, Oui, quand c'est tu ça. juges façon de parler, quand tu donnes ton avis sur le contenu. Je pense qu'effectivement, un auteur qui reçoit, même en coup de mou, hein, qui reçoit, j'ai beaucoup aimé votre livre, franchement, ça n'allait pas, mais votre livre m'a donné le sourire, je pense que ça fait toujours du bien, quoi. Clairement. Mais en même temps, quand tu réfléchis, c'est aussi presque logique. Il y a des livres que j'ai lus à 15 ans et que je porte encore en moi et des fois j'y pense et ils ont été importants pour moi et l'auteur le saura jamais. L'auteur, s'il faut, il est en bad ultime, il se dit que sa vie a servi à rien, que il a perdu son temps et son énergie, tout ce que tu veux. Et en fait, moi, pendant ce temps, je suis là, je porte son petit livre en moi. Et d'une certaine manière, c'est presque méchant, tu vois. Oui, c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que l'autre point pour lequel les retours de lecteurs sont importants, enfin, pour lequel il est important de faire son retour de lecteur, c'est que je suppose que ça marche comme ça sur les plateformes comme Amazon ou la Fnac. C'est le côté algorithme qui fait que plus il va y avoir d'achats et d'avis, plus il va y avoir d'achats et d'avis. Ouais, mais ça a créé le problème Wattpad. Et je dirais oui et non, tu vois. Je dirais, on sait que c'est une réalité, il faut poster, il faut commenter. Si on aime vraiment ce qu'on a vu, parce que c'est ce qui a créé aussi l'impératif de la vie qu'on a en ce moment, où les gens se sentent obligés de dire ce qu'ils en ont pensé, même s'ils en ont rien pensé du tout. Euh, Oui, oui, mais je trouve, je sais je pas. le pensais plus comme un argument pour inciter quelqu'un qui a bien aimé un livre à prendre 3 minutes pour aller mettre son avis sur Ah Amazon. oui. Après, si t'as aimé, souscris un abonnement, quoi. Je veux dire, c'est quand on a aimé un livre, faut pas hésiter, clairement. Faut commenter, faut essayer de le partager sur les réseaux. Tu peux suivre l'auteur sur ses réseaux à lui ou même juste sur Amazon pour qu'on te dise quand est-ce qu'il republie quelque chose. Oui, c'est ça. Clairement, tu peux soutenir. Poster un avis maintenant, c'est aussi une manière de soutenir l'auteur. Mais c'est pas le même avis que tu postes. Là, c'est pareil, il faut de nouveau que tu t'adresses aux autres lecteurs. Oui, oui, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a une autrice qui est auto-éditée que j'aime bien. Je l'ai découverte quand elle était éditée et entre-temps, elle a décidé de fonctionner qu'en auto-édition. Et à chaque fois, je fais les deux. Je lui envoie un message à elle directement parce qu'en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est super facile de contacter les gens directement. Et pour lui dire, ah, j'ai bien aimé ça, ça m'a surpris, tout ça. Et je mets aussi un avis sur les plateformes.
Et je crois que c'est la seule personne pour qui je mets des avis sur Amazon, alors que je déteste Amazon. Mais parce que je sais que elle, ça l'aide beaucoup à, à gagner en visibilité auprès des autres lecteurs, en fait. Oui, bah, après, moi je comprends presque cet avis politique, tu vois, l'avis engagé, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi en parler autour de soi. C'est qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais en fait, il y a aussi l'avis que tu vas donner à ton cercle. Parce que genre l'auteur en question, je sais pas qui c'est, alors qu'on est potes, tu vois. Ouais, je pense que je Ouais, t'en ouais, ai ouais. déjà Moi, je parlé. sais que je donne des avis à mes amis, mais il y a, enfin, je veux dire, tout le monde ne lit pas dans mon cercle, en fait. Oui, C'est ça la moi, je problématique. suis un peu dans le même cas de figure d'Audrey. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui lisent dans mon cercle, c'est les gens de l'association l'Imaginarium, qui sont là parce qu'on organise en temps normal un salon du livre. Mais du coup, j'ai pas tendance à leur parler de mes lectures qui sont pas liées à l'association. Oui, Voilà. je vois ce que Et tu veux dire. après, moi, de toute façon, quand j'ai créé cette association et ce salon du livre, le but à la base, c'était de mettre en avant des jeunes auteurs pas trop connus, des jeunes artistes, des créateurs, etc. Donc c'est le meilleur argument pour moi, en fait, pour m'inciter à aller mettre un avis, c'est de me dire que ça va aider l'auteur. Et c'est pour ça que je le fais comment, les livres que j'ai bien aimés. Parce que sinon, j'ai pas envie forcément d'enfoncer l'auteur gratuitement. Euh, et, euh, et voilà. Ouais, non, Ouais. c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. Bon, du coup, si on résume, il faut donner son avis pour le lecteur via les plateformes de e-commerce, on va dire, ou sur un blog si on a envie de se lancer dans un blog. Et on peut aussi donner son avis pour l'auteur, mais plus en privé et pas forcément s'il ne l'a pas demandé. Oui. Enfin, si c'est pour être méchant avec quelqu'un, Oui, on ça peut s'en sert. passer, je On pense. peut s'en passer. Je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir des personnes méchantes dans son entourage pour son livre. Il est sûrement déjà méchant avec lui-même tout seul. Je pense. Ouais, bah Oui, du coup, c'est un bon résumé. voilà. Et il faut pas hésiter non plus à aller chercher des avis de lecteurs qui ont les mêmes goûts que nous pour trouver sa prochaine lecture. Et on n'en a pas parlé, mais je sais que sur Twitter, il existe le hashtag Vendredi Lecture, Oui, où chacun dit un peu ce qu'il lit. Et c'est une bonne source d'inspiration pour trouver nos prochaines lectures. c'est une très jolie communauté, Vendredi Lecture. N'hésitez pas à aller les voir. Je les connais. Je fais pas partie de ce truc, mais en tout cas, j'ai des bons échos. Et quand je les vois passer, je suis là, ah, c'était trop mignon, trop positif à chaque fois. Moi Twitter aussi. qui est un peu hostile des fois. Là, tu as Vendredi Lecture et tu fais, ah. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Quand je vois le vendredi lecture, quand je vois ce qui passe, je me dis, oh, Il y a toujours des gifs trop mignons en plus. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. c'est des gens normaux, tu vois. T'es là, waouh, trop bien. Est-ce que vous avez d'autres hashtags ou d'autres trucs parce que c'est vrai qu'on est vite perdu sur Twitter. Si on débarque sur Twitter pour chercher sa lecture, on va. Malheureusement, non, parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller demander en chair et en os pour mes lectures. D'ailleurs, depuis le début de la crise, je suis en PLS parce que les bibliothèques ont fermé et tout. Du coup, j'ai plus de conseils de personne. Et, mais du coup, ouais, moi, je conseille d'aller demander aux gens parce que ça permet une interaction qui est différente et moi, c'est celle que je préfère. Après, bon, voilà. Ok. Non, bah moi, je n'ai pas d'autres hashtags. Et puis, oui, c'est pareil, n'hésitez pas à demander aux gens. Les gens, ils mordent pas. Si vous êtes poli et bienveillant, les gens, ils mordent pas, hein. Hmm. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog d'Audrey, qui est les livres d'Audrey. Vous aurez le lien dans la description du podcast. Et, Et moi, je suis à n'hésitez suivre absolument nulle part. Désolée.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des retours de lecteurs. Est-ce que vous en faites? Pour qui? Pourquoi? Comment? Où? Dites-nous tout ça. Et on se retrouve dans 15 jours pour notre prochain podcast qui sera sur l'horreur. Du coup, au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci et Audrey d'avoir été avec nous. Merci. C'était très sympa. À partager notre podcast pour nous aider à Ce rester sera fait. Et à récolter Ce N'hésitez sera pas à donner fait. votre avis sur le podcast. Mais pas méchant.